Chapitre 2. La peur du regard des autres. Les années ont continué à passer. Après toute cette histoire avec le commissariat, après les signalements, après les accusations de mensonges, la vie n'a pas changé. Pas vraiment. À la maison, tout a repris sa place, comme si rien ne s'était jamais passé. Les punitions étaient toujours là. Les cris aussi. Les humiliations, parfois. Les longues heures à table, les interdictions de bouger, les colères qui pouvaient tomber pour un rien. On m'avait fait passer pour le menteur de la famille. Le manipulateur. Celui qui invente des histoires. Et à force de l'entendre, tout le monde a fini par jouer ce rôle-là avec moi. Bien sûr, j'ai eu droit à ma propre punition après cette histoire. On m'a reproché d'avoir voulu envoyer mon beau-père en prison. On m'a répété que j'avais dépassé les limites. Que je racontais n'importe quoi. Alors j'ai appris à me taire. Mais malgré tout ça, la vie continuait. Extérieurement, tout semblait normal. On partait en vacances. On recevait des cadeaux à Noël. On mangeait bien. On avait une maison. Une vie qui, vue de l'extérieur, ressemblait presque à celle d'une famille heureuse. C'était ça, le paradoxe. On nous donnait beaucoup. Mais on nous faisait aussi beaucoup subir. Et pendant longtemps, ça a créé quelque chose de bizarre dans nos têtes. Une sorte de mélange entre l'amour, la peur et la culpabilité. Avec les années, mon frère jumeau a commencé à changer lui aussi. Au début, il avait défendu mon beau-père. Il avait nié ce que nous vivions. Peut-être par peur. Peut-être par loyauté. Peut-être aussi parce qu'au fond, comme moi, il l'aimait. Mais en grandissant, certaines choses ont commencé à l'agacer. Les punitions pour un oui ou pour un non. Les cris. Les injustices. Je le voyais bien. Par moments, il craquait. Il disait qu'il en avait marre. Qu'on était toujours puni pour tout et n'importe quoi. Et parfois, dans certains regards, je sentais aussi autre chose chez lui. Comme un regret. Le regret d'avoir menti. Mais ce regret ne restait jamais très longtemps. Parce qu'en face, il y avait toujours autre chose, les cadeaux, les vacances, les sorties, la bonne nourriture, les attentions. On était comme achetés. Achetés avec de l'amour. Avec de l'argent. Avec une vie confortable. Alors dans nos têtes d'enfants, tout se mélangeait. On savait que certaines choses n'étaient pas normales, mais en même temps, on se disait que peut-être que si. Peut-être que c'était ça, une famille. Et les années ont continué à passer comme ça. CM1. CM2. Toujours le même quotidien. Toujours cette tension à la maison. Toujours cette impression d'être sur un fil. Mais pendant que tout ça continuait dans l'ombre, une autre étape de ma vie arrivait doucement. Le collège. L'entrée en 6e. Pour beaucoup d'enfants, c'est simplement un changement d'école. Une nouvelle classe. De nouveaux professeurs. De nouveaux amis. Pour moi, c'était bien plus que ça. Parce qu'en entrant au collège, j'allais commencer à comprendre quelque chose qui allait me suivre pendant des années. Le regard des autres. Et surtout, la peur de ce regard. Parce qu'en entrant en 6e, quelque chose a changé. Jusqu'ici, j'avais grandi dans un environnement assez encadré. L'école primaire était proche du centre où j'étais suivie. Les adultes me connaissaient. Les éducateurs connaissaient mon histoire. Les professeurs savaient que j'étais en situation de handicap et adaptaient les choses pour que je puisse suivre comme les autres. Je n'étais pas un enfant complètement comme les autres, mais j'étais protégée. Le collège, lui, c'était un autre monde. Un bâtiment plus grand. Des centaines d'élèves. Des classes différentes à chaque heure. Des regards inconnus. Et surtout, beaucoup d'enfants qui ne me connaissaient pas. Les premiers jours, je me souviens très bien de cette sensation étrange. Cette boule au ventre qui revenait souvent. Pas la même que quand j'étais punie à la maison. Une autre. Une boule faite de questions. Est-ce qu'ils vont se moquer? Est-ce qu'ils vont comprendre mon handicap? Est-ce qu'ils vont me regarder comme quelqu'un de normal? Parce que quand on est enfant, on veut surtout une chose, se fondre dans le groupe. Ne pas être celui qu'on remarque. Ne pas être celui qu'on montre du doigt. Mais moi, malgré moi, j'étais souvent celui qu'on remarquait. Mon fauteuil. Mes mouvements. Ma manière de comprendre les cours plus lentement. La VS à côté de moi pour m'aider à suivre les consignes. Tout ça attirait les regards. Certains regards étaient curieux. D'autres étaient simplement étonnés. Et puis il y avait ceux qui faisaient le plus mal, les regards qui jugent. Les petits rires dans un coin de couloir. Les chuchotements qu'on entend sans vraiment les entendre. Les phrases dites un peu trop fort. C'est quoi son problème? Pourquoi il a quelqu'un avec lui en classe? Au début, je faisais semblant de ne pas entendre. Je faisais comme si ça ne me touchait pas. Comme si j'étais plus fort que ça. Mais au fond de moi, ça restait. Chaque regard. Chaque remarque. Et petit à petit, une autre peur s'est installée. Pas seulement la peur d'être jugé. La peur d'être vu. Parce que quand on grandit dans une maison où on apprend à cacher ce qui se passe, où on vous répète que vous êtes un menteur, où on vous fait comprendre que parler peut créer des problèmes, on finit par apprendre quelque chose très tôt. Se protéger en se fermant. Alors au collège, j'ai commencé à construire une sorte de carapace. À l'extérieur, j'étais souvent le garçon qui faisait rire. Celui qui pouvait être un peu provocateur.
Celui qui avait du caractère. Parce que c'était plus facile d'être vu comme le garçon colérique que comme le garçon fragile. C'était plus simple de passer pour quelqu'un de difficile que pour quelqu'un qui souffre. Mais à l'intérieur, la réalité était différente. À la maison, les tensions continuaient. Les disputes aussi. Les punitions n'avaient jamais vraiment disparu. Et au collège, je découvrais un autre combat, celui d'essayer d'être accepté. Deux mondes. Deux vies. Et au milieu de tout ça, moi, un adolescent qui essayait simplement de trouver sa place. Sans savoir encore qu'un événement allait bientôt faire exploser l'équilibre fragile de notre famille. Un événement qui allait marquer un vrai tournant. Et qui allait me faire comprendre que certaines vérités, même quand on essaie de les cacher, finissent toujours par remonter à la surface. Mais ça, je ne le savais pas encore. À ce moment-là, j'étais simplement un élève de 6e qui essayait de survivre à un nouveau monde. Le collège n'avait rien à voir avec l'école primaire. Là où j'avais grandi dans un environnement presque protégé, où les adultes connaissaient mon histoire et faisaient attention à mon handicap, je me retrouvais maintenant dans un établissement beaucoup plus grand, beaucoup plus bruyant et beaucoup plus impersonnel. En primaire, les professeurs prenaient le temps. Les classes étaient plus petites. Quand je ne comprenais pas quelque chose, on m'expliquait différemment. On adaptait un exercice. On me laissait quelques minutes de plus. Au collège, ce n'était plus comme ça. Nous étions plus de 30 élèves par classe. Les professeurs avaient un programme à terminer. Ils avançaient, qu'on suive ou non. Et très vite, j'ai compris une règle simple, si tu comprends, tant mieux. Si tu ne comprends pas, tant pis. Et moi, au milieu de tout ça, j'essayais de suivre. Les 2 premières semaines, je ne suis même pas allée en cours. À cause d'un détail administratif. Un dossier MDPH qui n'était pas encore passé en commission. Sans ce dossier, impossible d'avoir un transport adapté pour mon fauteuil électrique. Et sans transport, impossible d'aller au collège. Mon beau-père travaillait. Il ne pouvait pas m'emmener tous les jours. Et avec mon fauteuil, je ne pouvais évidemment pas me débrouiller seule. Alors les 15 premiers jours de 6e se sont passés à la maison. Tout le monde pensait que la situation allait se débloquer rapidement. Une commission d'urgence avait été demandée. On nous avait dit que ça ne prendrait que quelques jours. Mais les jours sont devenus des semaines. Et je ne pouvais pas me permettre de rester trop longtemps absent. Le collège n'était déjà pas un environnement facile pour moi. Si en plus je prenais du retard dès le début, ce serait encore pire. Alors, la 3e semaine, mon beau-père a décidé de trouver une solution. Il m'a emmené au collège lui-même. Pas avec mon fauteuil électrique, mais avec un fauteuil manuel. Celui où je devais me pousser moi-même avec les mains. Pour quelqu'un d'autre, ça aurait peut-être été un détail. Pour moi, c'était un effort constant. Heureusement, un éducateur était présent dans l'établissement pour m'aider dans certaines situations. Par exemple pour aller aux toilettes, parce que le collège n'était pas vraiment adapté. En réalité, rien n'était vraiment prêt. Mes séances de kiné s'étaient arrêtées temporairement. Les rendez-vous avec les ergothérapeutes aussi. Tout était en pause, le temps que l'organisation se mette en place. Et ce moment n'aurait pas pu tomber plus mal. Parce qu'un mois avant la rentrée, je sortais tout juste de l'hôpital. On venait de me retirer le matériel qui avait été posé lors de mon opération en 2010. L'opération avait fait son effet, les médecins avaient décidé qu'il était temps d'enlever les plaques. Mais après une opération comme ça, la rééducation est essentielle. Rester trop longtemps sans kiné aurait pu annuler une partie des progrès. Alors pendant quelque temps, tout a fonctionné avec des solutions improvisées. Le matin, mon beau-père m'emmenait au collège avec le fauteuil manuel. Une fois arrivé sur place, mon éducateur installait mon corset siège dans un fauteuil électrique prêté par un autre établissement. Le fauteuil passait la nuit à charger dans un local. Et le soir, on faisait l'opération inverse. On remettait le corset dans mon fauteuil manuel, et mon beau-père venait me récupérer. On a fait comme ça pendant une semaine. Puis, enfin, le transport adapté a été mis en place. À partir de ce moment-là, mon quotidien a complètement changé. Je partais de la maison à 6 heures du matin. Le transport faisait une tournée. J'étais le premier à monter dans le véhicule. Ensuite, on passait chercher d'autres jeunes handicapés physiques qui suivaient eux aussi un cursus scolaire normal. Nous étions une quinzaine au total. Et le soir, on faisait le chemin inverse. Le problème, c'est que cette organisation voulait dire une chose, je rentrais chez moi vers 8 heures du soir. Tous les jours. Entre le trajet, les cours, la fatigue, la douleur parfois, les journées étaient interminables. Mais le collège, lui, ne ralentissait pas. Les devoirs s'accumulaient. En primaire, on avait parfois une semaine pour faire certains exercices. Au collège, on avait 24 heures. Tu rentres fatigué, il est 8 heures. Il faut manger. Il faut que ta mère ou ton beau-père t'aide à te laver. Ensuite tu dois faire tes devoirs. Puis on te met au lit. Et le lendemain, tout recommence. Pendant ce temps-là, à la maison, rien n'avait vraiment changé. Les tensions étaient toujours là. Les punitions aussi. Mes parents avaient une idée très claire de mon avenir. Comme je ne pouvais pas marcher, ils pensaient que ma seule chance, c'était l'école. Ils voulaient que je sois excellent. Que j'aie les meilleures notes. En primaire, c'était facile. J'avais souvent 17 ou 18 de moyenne. Parfois plus.
Mais au collège, la réalité était différente. Malgré tous mes efforts, malgré la fatigue, malgré les trajets interminables, ma moyenne est tombée autour de 12 ou 13. Pour beaucoup d'élèves, c'est une moyenne correcte. Mais pour mes parents, c'était une chute. Ils ne voyaient pas la fatigue. Ils ne voyaient pas les trajets. Ils ne voyaient pas les 30 élèves dans la classe. Ils voyaient seulement les chiffres. Et ils pensaient que je pouvais faire mieux. Je me souviens très bien d'une conversation avec mon beau-père au début de l'année. Noël approchait. Il savait que je rêvais d'un PC gamer. Alors il m'a dit simplement. Tu veux ton PC? Pas de problème. 16 de moyenne générale. J'ai répondu oui. Parce que dans ma tête, c'était encore possible. Alors j'ai continué à travailler. À me lever à 6 heures. À rentrer à 8 heures. À faire mes devoirs malgré la fatigue. Et malgré tout, j'y étais presque. Quand le premier bulletin de 6e est arrivé, j'avais 15,5 de moyenne générale. Il me manquait un demi-point. Un demi-point pour atteindre les 16. Le soir où mes parents ont vu le bulletin, la décision a été immédiate. Pas de 16. Pas de PC. Pas de cadeau. Ce Noël-là, je n'ai rien eu. Et pendant les fêtes, quelque chose a commencé à changer en moi. Une fatigue qui n'était plus seulement physique. Une colère silencieuse. Parce que malgré tous mes efforts, j'avais l'impression que ce n'était jamais suffisant. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que l'année qui allait suivre allait être bien plus compliquée que ce simple bulletin scolaire. Parce qu'après ces fêtes de Noël, les choses allaient commencer à déraper. Les vacances de Noël avaient été courtes. Comme souvent dans ma famille, les fêtes avaient été animées. On s'était retrouvés tous ensemble, on avait mangé, rigolé, veillé tard. L'ambiance était festive. Malgré les tensions habituelles, malgré les punitions qui continuaient à exister dans notre quotidien, ces moments-là restaient des moments particuliers. Noël, c'était toujours un peu une parenthèse. Le soir du réveillon, toute la famille était réunie à la maison. On avait fait un grand repas, et certains membres de la famille avaient même dormi sur place après la fête. Le lendemain, la maison était encore pleine de monde, un peu fatiguée, mais heureuse d'avoir partagé ce moment. Moi, j'avais eu quelques cadeaux. Pas celui que j'espérais. Le PC gamer que j'avais imaginé pendant des semaines n'était pas sous le sapin. À la place, j'avais reçu quelques cadeaux simples. Juste assez pour que ça ne se remarque pas trop devant la famille. Juste assez pour éviter que quelqu'un se dise que l'un des enfants n'avait rien. Je comprenais très bien pourquoi. Je n'avais pas atteint les 16 de moyenne. Alors, dans ma tête, c'était logique. Injuste peut-être, mais logique selon les règles qu'on m'avait imposées. Malgré ça, je ne gardais pas un mauvais souvenir de ces fêtes. Parce qu'au-delà des disputes et des règles strictes à la maison, l'ambiance familiale restait chaleureuse. On avait ri, on avait parlé, et pendant quelques jours, la vie semblait presque normale. Le nouvel AN, lui aussi, s'était passé chez des amis. Toujours le même esprit, de la musique, de la nourriture, beaucoup de discussions, et souvent beaucoup d'alcool autour de la table pour les adultes. Puis les vacances se sont terminées. Et en janvier 2014, la vie a repris son rythme habituel. Le réveil très tôt le matin. Le transport qui venait me chercher vers 6 heures. Le collège. Les trajets interminables. Les devoirs le soir. Le deuxième trimestre de ma 6e commençait. Je continuais d'essayer de suivre le rythme. Malgré la fatigue, malgré les tensions à la maison, malgré tout ce qui pesait déjà sur mes épaules à cet âge-là. Et puis il y a eu ce dimanche. Le dimanche 12 janvier 2014. Une journée qui, au départ, ressemblait à toutes les autres. Rien d'extraordinaire. Rien d'inquiétant. Une journée calme, normale. Personne ne pouvait imaginer que quelques heures plus tard, quelque chose allait se produire qui marquerait ma mémoire pour toujours. Il était environ 20 heures. Nous venions de terminer le repas du soir à la maison. Je me souviens très bien de ce moment. La télévision était allumée. L'ambiance était calme. Rien ne laissait présager ce qui allait arriver. Puis, vers 20h30, j'ai regardé par la fenêtre. Et j'ai vu les lumières bleues. Les pompiers. Au début, je n'ai pas vraiment fait attention. Nous vivions dans une cour avec plusieurs maisons autour, et en face, de l'autre côté de la rue, se trouvait la maison de ma marraine. Ma marraine, c'était quelqu'un de très important pour moi. Elle était la sœur de ma grand-mère, la marraine de ma mère, et pour moi, elle représentait presque une deuxième maman. Je la voyais très souvent. Je me souviens m'être tournée vers ma mère et lui avoir dit simplement. Maman, il y a les pompiers en face. Sur le moment, je pensais qu'il intervenait pour quelqu'un d'autre dans la rue. Peut-être un malaise, quelque chose de banal. Mais quand j'ai vu les pompiers entrer directement dans la cour et se diriger vers la maison de ma marraine, j'ai senti quelque chose d'étrange. Un mauvais pressentiment. Ma mère s'est levée pour regarder par la fenêtre. Son visage a changé immédiatement. Sans dire grand-chose, elle a enfilé un manteau et elle est sortie. Moi, je suis restée dans la maison. Les minutes passaient lentement. On me disait que ce n'était sûrement rien. Juste un malaise. Qu'elle allait se réveiller. Que les pompiers s'en occupaient. Mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Je savais que chez ma marraine, les fêtes duraient souvent longtemps. Dans cette partie de la famille, on aimait faire la fête.
Les repas se transformaient parfois en soirées très longues, avec beaucoup d'alcool, beaucoup de bruit, beaucoup de monde. C'était une ambiance que je connaissais depuis toujours. Alors au début, je me suis dit que c'était peut-être simplement un malaise après une soirée un peu trop arrosée. Mais les minutes continuaient de passer. Ma mère faisait des allers-retours entre la maison et celle de ma marraine. Quand elle revenait, elle essayait de me rassurer. Elle est tombée, mais les pompiers s'occupent d'elle. Je voyais dans ses yeux qu'elle essayait d'y croire elle-même. Moi, j'étais déjà en train de paniquer. Dans ma tête, une seule idée tournait, il faut qu'elle se réveille. Je me disais que si je pouvais aller la voir, je pourrais la réveiller. Lui parler. Lui dire que j'étais là. Mais je ne pouvais rien faire. Je devais attendre. Puis, au bout d'un moment, ma mère est revenue une dernière fois. Je n'oublierai jamais son visage. Elle tremblait. Elle s'est approchée de moi. Et elle a simplement dit. C'est fini. Elle m'a pris dans ses bras. Elle ne reviendra plus. À cet instant-là, tout s'est écroulé. Je me suis effondrée. Je ne comprenais pas. Je ne voulais pas comprendre. Dans ma tête, c'était impossible. Je me répétais que ce n'était pas vrai, que c'était un cauchemar, que le lendemain elle serait encore là. Mais la réalité était déjà là. La famille est arrivée peu à peu. Ma grand-mère. Ma tante. D'autres membres de la famille. La maison d'en face était remplie de monde, de larmes et de silence. Et moi, j'étais complètement perdue. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je suis restée éveillée, à pleurer, à espérer que tout ça ne soit qu'un mauvais rêve. À un moment, je pleurais tellement fort que mon beau-père est venu me dire de me taire, parce que mes frères n'arrivaient pas à dormir. Ma mère, cette fois-là, m'a défendue. Mais la douleur était là. Le lendemain matin, pourtant, la vie a continué. Comme si rien ne s'était passé. Ma mère m'a réveillée vers 5 heures du matin, comme d'habitude. Je lui ai dit que je ne voulais pas aller au collège. Je savais que je n'allais pas tenir. Je lui ai dit que j'allais craquer, que j'allais péter un câble en classe. Mais elle m'a répondu que je devais y aller. Alors je me suis levée. Blanc. Épuisé. Déconnecté. Je n'avais presque pas dormi de la nuit. Juste quelques micro-siestes de quelques minutes. Quand le transport est arrivé, le chauffeur a immédiatement vu que quelque chose n'allait pas. Je pleurais encore. Tout le trajet jusqu'au collège, les larmes continuaient de couler. Le chauffeur me regardait régulièrement dans le rétroviseur. Il voyait bien que quelque chose n'allait pas. Je n'étais pas simplement fatiguée comme certains matins. J'étais ailleurs. Déconnectée. Il m'a demandé doucement. Ça ne va pas? Je n'arrivais même pas à répondre correctement. Les mots restaient coincés dans ma gorge. J'ai simplement réussi à dire, entre deux sanglots. Ma marraine, elle est morte hier soir. Il a baissé un peu la tête, comme pour accuser le coup. Il m'a répondu quelques mots pour essayer de me rassurer, me dire que c'était dur, que c'était normal de pleurer. Mais la vérité, c'est que dans ces moments-là, il n'y a pas vraiment de mots qui peuvent réparer quoi que ce soit. Le reste du trajet s'est fait presque en silence. Les autres jeunes montaient dans le transport les uns après les autres, comme tous les matins. Certains me disaient bonjour, d'autres ne faisaient pas vraiment attention. Moi, je restais là, les yeux dans le vide. Quand le véhicule est arrivé devant le collège, je n'avais qu'une envie, repartir. Rentrer chez moi. Me cacher sous une couverture. Faire comme si le monde pouvait s'arrêter quelques jours. Mais le monde ne s'arrête jamais. Je suis descendue du transport. Le froid du matin m'a frappé en plein visage. Janvier. L'hiver. Le genre de matin où tout paraît encore plus lourd. Les élèves entraient dans l'établissement en discutant, en riant, comme n'importe quel autre lundi matin. Pour eux, la vie continuait normalement. Pour moi, tout venait de basculer. Je me souviens être entrée dans le collège avec cette sensation étrange. Comme si j'étais là physiquement, mais que mon esprit était resté ailleurs. Chez moi. Dans cette maison d'en face. Dans ce moment où ma mère m'avait dit que c'était fini. Mon éducateur m'a vu arriver. Il a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Mon visage, mes yeux rouges, ma manière de bouger, tout le trahissait. Il s'est approché et m'a demandé. Qu'est-ce qu'il se passe? Et là, les larmes sont revenues encore plus fort. Je lui ai expliqué. Comme j'ai pu. Entre deux respirations. Entre deux silences. Il m'a regardé quelques secondes, puis il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu n'aurais pas dû venir aujourd'hui. Il avait raison. Mais à la maison, ce n'était pas une option. Alors la journée a commencé. Malgré tout ce qui se passait, il a décidé exceptionnellement de me laisser rester une demi-heure dans son bureau avant le début des cours. Il voyait bien que je n'allais pas bien. J'avais les yeux noirs de fatigue, des cernes énormes, le regard complètement explosé. On aurait presque dit que j'étais droguée tellement j'avais l'air ailleurs. Il m'a proposé un café pour essayer de me réveiller un peu. Pendant ce temps-là, la première heure de cours a commencé sans moi. Au bout d'un moment, il m'a demandé si je me sentais capable d'aller en classe. Je lui ai répondu que j'allais serrer les dents et essayer. Je lui ai dit que je voulais y arriver, que je voulais tenir pour ma marraine. Alors je suis allée en cours. L'éducateur a expliqué rapidement la situation au professeur, juste pour qu'il comprenne pourquoi j'avais raté le début de la matinée.
Quand je suis entrée dans la salle, j'ai essayé de faire comme si tout allait bien. J'ai tenté de suivre le cours, de me concentrer. Mais au bout de 5 ou 10 minutes à peine, tout s'est écroulé. Je me suis effondrée en plein milieu de la classe. Les élèves autour de moi ont commencé à me demander ce qui se passait. Ma professeure de français m'a fait venir devant et m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a demandé si je voulais dire réellement ce qui se passait. Et là, je n'ai pas réussi à me retenir. Je me suis mis à pleurer et j'ai simplement dit que ma marraine était décédée dans la nuit et que mes parents m'avaient quand même forcé à venir en cours. La professeure a tout de suite compris la situation. Ce matin-là, je devais faire un devoir surveillé, un DS. Elle a décidé de me mettre non noté et m'a dit de rentrer chez moi. L'éducateur va prévenir tes parents. Ma mère a répondu au téléphone. Elle a fait semblant de comprendre la situation, même si, de toute façon, elle savait très bien que je n'étais pas bien. Après tout, c'était aussi sa marraine. Vers 10 heures du matin, un transport est venu me chercher pour me ramener à la maison. Quand je suis rentrée, l'ambiance était lourde. Ma mère n'était pas allée travailler non plus. La maison était silencieuse, presque figée. Il n'y avait personne d'autre, mais on sentait ce poids dans l'air, cette tristesse qui remplissait chaque pièce. On passait la journée comme des fantômes, blancs, vidés, sans vraiment parler. C'est ce jour-là qu'un événement a créé une vraie cassure entre ma mère et moi. J'avais à peine 11 ou 12 ans quand elle m'a annoncé que l'enterrement aurait lieu 3 jours plus tard. Je lui ai tout de suite dit que je voulais y aller, que je voulais être présent. Mais elle a refusé. Elle m'a interdit d'assister à l'enterrement de ma marraine. Encore aujourd'hui, même en racontant cette histoire des années plus tard, c'est un moment qui reste profondément marqué en moi. Parce que je n'ai jamais pu lui dire au revoir. Je n'ai jamais pu faire mon deuil. Je ne suis pas retournée à l'école pendant toute la semaine qui a suivi. Ma mère ne voulait pas m'y envoyer. Mon beau-père, lui, me disait d'arrêter de faire des manières, que ça allait aller et que ce n'était pas une raison pour manquer les cours. Mais ma mère insistait, elle disait que ça ne servait à rien de me forcer à y aller, que j'étais trop choquée, trop triste. Pourtant, malgré cette compréhension, elle a maintenu sa décision. Elle m'a refusé l'église. Elle m'a refusé le dernier au revoir. Elle m'a refusé la possibilité de voir le corps. Quand l'enterrement est passé, la vie a repris son rythme malgré tout. Comme si rien ne pouvait vraiment s'arrêter. Pour ma mère, avoir été présente à l'enterrement lui avait au moins permis de dire au revoir, de soulager une petite partie de sa peine. Mais moi, je n'avais rien eu de tout ça. Un mois environ après sa mort, j'ai ressenti un besoin très fort, celui d'aller voir ma marraine. Juste pour lui dire au revoir. Ma grand-mère devait justement aller au cimetière pour déposer une fleur sur la tombe de sa sœur. Elle savait que je n'avais pas fait mon deuil. Alors elle m'a proposé de venir avec elle. J'ai accepté. Mais une fois arrivée devant la tombe, tout a basculé. Cela n'a duré que 30 secondes. Je me suis effondrée. Une crise de panique, une crise d'angoisse terrible. J'ai presque fait un malaise. On a même failli appeler les pompiers. À ce moment-là, j'ai compris une chose, ma marraine n'était vraiment plus là. Ce choc m'a marqué profondément. Il m'a fallu 9 ans avant de pouvoir remettre les pieds dans un cimetière. Avec le temps, malgré la douleur, la vie a continué. Je suis retournée au collège. Les cours ont repris. Le quotidien a repris sa place. Mais dans la maison, rien ne s'était vraiment apaisé. Les tensions, les cris, les punitions et les incompréhensions étaient toujours là. Et petit à petit, j'ai commencé à remarquer quelque chose. Tous les soirs, en rentrant du travail, ma mère ouvrait une bière. Au début, ce n'était qu'une habitude. Elle disait que c'était juste pour décompresser après sa journée. Une bière, rien de plus. Ça paraissait banal. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que cette petite habitude du soir allait déclencher quelque chose de beaucoup plus grand, et que sans le savoir, c'était le début d'un engrenage qui allait profondément bouleverser notre vie. Au début, ce n'était qu'une bière en rentrant du travail. Ma mère disait que c'était pour se détendre après une journée difficile, pour décompresser un peu. Une bière, puis parfois 2. Rien qui paraissait vraiment alarmant au départ, mais petit à petit, l'alcool a commencé à prendre plus de place dans son quotidien. Quand elle ne travaillait pas, notamment le week-end, elle profitait souvent de l'absence de mon beau-père. Lui partait parfois travailler le samedi matin ou passer la journée à la pêche avec ses amis. Ces moments-là devenaient pour elle une occasion de voir des copines, de discuter, et surtout de boire quelques bières. 3, parfois 4. Au début, elle essayait de cacher ça. Quand mon beau-père rentrait, elle se brossait les dents rapidement pour masquer l'odeur. Parfois même, elle cachait ses bières dans la salle de bain, en hauteur, pour éviter qu'il tombe dessus. Pendant un moment, il ne s'est rendu compte de rien. Mais un jour, il est rentré plus tôt que prévu. Cette fois-là, elle n'avait pas eu le temps de cacher quoi que ce soit. Et c'est là que tout a commencé à changer. Pour mon beau-père, l'alcool était un sujet très sensible. Ça lui rappelait des souvenirs très sombres de sa propre enfance, des violences qu'il avait connues dans sa famille. Alors voir ma mère commencer à boire régulièrement, ça réveillait en lui des choses qu'il aurait préféré oublier. Au début, ce n'était que des remarques. Il lui demandait d'arrêter. Il lui disait que ça ne lui plaisait pas, que ça le mettait mal à l'aise. Mais ma mère n'était pas du genre à céder facilement. Au contraire, elle avait tendance à répondre, à provoquer, à repousser les limites.
Comme si plus on lui disait d'arrêter, plus elle avait envie de continuer. Elle disait qu'elle faisait ce qu'elle voulait. Et petit à petit, leur relation s'est tendue. Mon beau-père s'est mis à prendre ses distances. Il lui parlait moins. Il évitait les gestes d'affection. Il passait plus de temps dans son coin, à fumer une cigarette ou à jouer sur sa console avec ses amis en ligne. De son côté, ma mère vivait ça comme un rejet. Alors elle cherchait l'attention autrement. Elle allait le provoquer, lui reprocher de ne plus l'embrasser, de ne plus la toucher. Et plus elle insistait, plus il se braquait. Les disputes ont commencé à devenir de plus en plus fréquentes. Au début, c'était des cris. Des insultes. Des objets jetés à travers la maison, briquets, tasses, assiettes. Puis un jour, la limite a été franchie. Une claque. Après ça, le silence retombait pendant un moment. Comme si la tempête venait de passer. Mais le lendemain, tout recommençait. Encore et encore. Ma mère continuait de boire. Lui continuait de perdre patience. Les disputes devenaient de plus en plus violentes. Parfois, elle le poussait jusqu'au point de rupture. Comme si elle attendait qu'il explose pour se sentir regardée, pour sentir qu'elle existait encore à ses yeux. Et quand il explosait, ça ne s'arrêtait plus à une simple gifle. Les coups de poing ont commencé à apparaître. Les week-ends étaient souvent les pires moments. Je me souviens d'une nuit en particulier. Un samedi soir. Ma mère était sortie en boîte avec des copines. Mon beau-père était déjà couché. Elle est rentrée vers 2h30 du matin. Elle ne tenait presque plus debout. Elle se cognait contre les murs, faisait du bruit partout dans la maison. Ça l'a réveillé. Il s'est levé, déjà énervé. La dispute a éclaté immédiatement. Les insultes ont fusé. Et en quelques secondes, la situation a dégénéré. Je l'ai vu attraper ma mère par la gorge. Je l'ai vu se faire étrangler. Ces scènes-là sont devenues une partie de mon quotidien. Pendant les week-ends, pendant les vacances, la maison était devenue un champ de bataille permanent. Cris, insultes, objets qui volaient dans toutes les directions. Parfois, toute la vaisselle traversait la maison sous nos yeux. Mes frères et moi vivions avec cette peur constante qu'un jour ça aille trop loin. Qu'un coup de trop soit porté. Je me souviens d'une autre soirée où la dispute avait été particulièrement violente. Cette fois-là, mon beau-père lui avait cassé plusieurs côtes. Malgré ça, le lendemain, ma mère devait aller travailler à l'usine. Elle n'avait pas encore le permis à cette époque. Elle dépendait des autres pour se rendre au travail. Personne n'était disponible pour l'emmener. Elle lui a demandé de l'aider. Il a refusé. La dispute est repartie de plus belle. Et cette fois-là, la violence a encore franchi un nouveau seuil. Une chaise en bois a été brisée sur elle. Quelques heures plus tard, le calme est revenu. Comme toujours après l'orage. Ma mère était allongée, incapable de bouger tellement elle avait mal. Elle lui a demandé de lui mettre de la crème sur les blessures. Il a simplement répondu non. Et moi, au milieu de tout ça, je grandissais. Je vivais dans cette violence permanente. Dans ses cris, ses coups, ses insultes. À force, tout ça était devenu presque normal. Mais cette violence ne restait pas enfermée dans la maison. Elle me suivait aussi au collège. Toute la rage que je gardais en moi finissait par exploser là-bas. Au moindre regard de travers, à la moindre remarque, je pouvais partir au quart de tour. Un jour, en plein cours de français, une simple dispute avec un élève a dégénéré. J'ai retourné la classe entière et je lui ai roulé dessus avec mon fauteuil. Je n'arrivais plus à contrôler cette colère. Heureusement, mes AVS et mon éducateur connaissaient ma situation. Ils savaient ce que je vivais à la maison. Ils essayaient tant bien que mal de calmer les tensions, d'expliquer au directeur, d'éviter que les sanctions ne soient trop lourdes. Mais au fond, personne ne pouvait vraiment éteindre la tempête qui grandissait en moi. Parce que chaque soir, en rentrant chez moi, je savais que tout pouvait recommencer. Et que la violence était devenue le langage principal de notre maison. À force, cette peur m'accompagnait partout. Même en quittant le collège le soir, je savais que je n'étais jamais vraiment tranquille. Dans le transport adapté qui me ramenait chez moi, je regardais souvent par la fenêtre, en espérant que la rue serait calme en arrivant. Mais parfois, on entendait déjà les cris avant même que le véhicule tourne dans la rue. Les chauffeurs ralentissaient. Les autres jeunes dans le transport regardaient par la fenêtre. Et moi, je baissais les yeux. Il arrivait que le transport s'arrête devant la maison pendant que mes parents se disputaient encore à l'intérieur. Parfois même, les cris sortaient jusque dans la rue. Quand ma mère venait m'ouvrir, elle avait souvent les yeux rouges. Mais elle essayait quand même de sourire, comme si de rien n'était. Tout le monde savait. Les autres jeunes entendaient. Les chauffeurs entendaient. Et moi, je redoutais leur regard. J'avais peur qu'un jour quelqu'un utilise ça contre moi au collège. Qu'on me lance à la figure que ma mère buvait, que chez moi c'était le chaos. Alors je faisais comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, tout bouillonnait. Cette colère que je gardais en moi ne disparaissait jamais vraiment. Elle ressortait ailleurs. Au collège. Petit à petit, ça s'est ressenti sur mes résultats scolaires. En primaire, j'étais un très bon élève. J'avais souvent entre 17 et 18 de moyenne. Les professeurs disaient que je travaillais bien, que j'étais sérieux. En arrivant en 6e, malgré la fatigue et tout ce que je vivais déjà à la maison, je tenais encore le coup. J'avais autour de 15 de moyenne.
Mais en 5e, tout a commencé à s'effondrer. Je suis descendue autour de 11. Je n'avais plus aucune motivation. Les devoirs ne m'intéressaient plus. En classe, je ne suivais presque plus. J'étais devenu arrogant, provocateur. Au moindre regard de travers, au moindre mot de trop, je pouvais exploser. Les éducateurs et les adultes autour de moi voyaient bien que quelque chose n'allait pas. Ils connaissaient déjà une partie de ma situation. Alors ils ont décidé de refaire un signalement avec les assistantes sociales. Moi, je pensais simplement qu'il allait prévenir le commissariat. Mais en réalité, ils avaient écrit des témoignages pour qu'un suivi éducatif soit mis en place à la maison. Sauf que comme souvent, quand les adultes extérieurs intervenaient, mes parents savaient très bien comment réagir. Devant les travailleurs sociaux, mon beau-père devenait l'homme parfait. La famille modèle. Et ma mère, malgré tout ce qu'elle subissait, ne voulait pas qu'il ait des problèmes. Elle l'aimait. Alors elle minimisait. Elle protégeait la situation. Par peur de l'inconnu, par peur que la famille éclate, par peur qu'on soit placé ailleurs. À la maison, en revanche, c'était une autre histoire. Quand ils apprenaient que j'avais parlé à l'école, tout se retournait contre moi. On me traitait de menteur. On disait que j'inventais des histoires. On me faisait culpabiliser. On me répétait que si je continuais, j'allais détruire la famille. Que je ferais venir les services sociaux. Que je finirais placé en famille d'accueil. Dans leur bouche, je devenais toujours le problème. Brian le menteur. Brian le gamin qui exagère. Brian celui qui crée des ennuis. Et à force d'entendre ça, j'avais l'impression d'être devenu le méchant de l'histoire. Puis un jour, au milieu de mon année de 5e, quelque chose a commencé à changer. Lors d'une réunion au collège, mon éducateur et une de mes professeurs ont abordé une idée différente. Ils savaient que j'avais des capacités. Ils savaient aussi que l'ambiance à la maison me détruisait peu à peu. Alors ils ont proposé une solution. Un internat. Un établissement situé à environ 1h30 de chez moi. Je partirai le lundi matin et je reviendrai le vendredi soir. Pour moi, c'était comme entrevoir une sortie. Une respiration. Pendant la réunion, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Toute la pression que je gardais en moi est sortie d'un coup. Ma mère, elle, semblait comprendre. Elle disait que ce serait peut-être bien pour moi. Qu'elle voulait m'aider. Sur le moment, j'y ai cru. Je suis sortie de la réunion soulagée. Mais le soir même, à la maison, la réalité m'a rattrapée. Mon beau-père était au courant de la proposition d'internat. Et pour lui, c'était une trahison. Les reproches sont tombés immédiatement. On m'accusait de vouloir abandonner la famille. De faire honte à la maison. De chercher à attirer les services sociaux. J'en ai pris plein la tête. Et ce soir-là, pour la première fois, toute la colère que j'avais accumulée a explosé face à lui. J'étais prêt à me battre. Pas parce que je pensais être plus fort, mais parce que je n'en pouvais plus. Ce soir-là, il m'a plaqué une serviette mouillée sur le visage avant de me mettre sous l'eau froide pour me calmer. Mais malgré tout, les tensions n'ont jamais vraiment disparu. Quelques semaines plus tard, une autre dispute a éclaté. Une dispute qui allait marquer un tournant pour moi. Ce soir-là, mon beau-père s'est levé avec sa béquille. Les mots ont dépassé les limites. Et quand il a lancé la béquille en direction de ma mère, je me suis mis devant elle sans réfléchir. Je n'ai pas senti le choc sur le moment. L'adrénaline prenait toute la place. Ce n'est qu'un peu plus tard, en regardant ma main, que j'ai compris. Ce n'était pas de la sauce tomate. C'était mon sang. Ce soir-là, on a encore caché la vérité. On a inventé une histoire pour l'infirmière. Comme toujours. Mais pour moi, quelque chose s'était définitivement brisé. J'avais compris que si je restais dans cette maison, je finirais par me détruire moi-même. Alors j'ai pris une décision. En silence. Avec l'aide de mon éducateur, nous avons commencé les démarches pour l'internat, sans en parler à la maison. L'été est passé. La vie a continué, comme si de rien n'était. Mais au fond de moi, je savais qu'une date approchait. Une date qui allait tout changer. Septembre 2017. Le jour où, pour la première fois, j'allais franchir les portes de l'internat. Et peut-être, enfin, respirer.